On va parler de le sentiment des habitants du nord du pays, mais on part tout de suite dans le nord, à Metula plus précisément, où nous retrouvons Stéphane Juffin. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Yael et bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs de Cannes en français. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation sur nos ondes. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, et que vous êtes aussi évidemment expert en stratégie dans tout ce qui concerne les affaires du Moyen-Orient. Alors, je voudrais savoir comment vous avez accueilli cette annonce du protocole d'accord avec l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous ? Mais comme les autres observateurs, mal, bien entendu. Il faut pas s'auto-aveugler, c'est pas possible. C'est un accord qui dit qu'une chose, et il dit que on va rétablir, ça a déjà été fait, la circulation dans le détroit d'Ormuz. Ça veut dire que la dictature iranienne, la théocratie iranienne peut à nouveau exporter son pétrole, encaisser des milliards de dollars par jour. Et ça veut dire que le trafic international du pétrole, c'est-à-dire la vente de pétrole par les autres pays du Golfe arabo-persique, qui correspond en gros à 30% du pétrole mondial, a également recommencé. C'est ça l'accord. Mais si vous vous rappelez, Yael, c'est pas pour ça qu'on est parti en guerre. C'est pas sur cela que reposait l'alliance avec les États-Unis. On est parti en guerre pour annihiler la menace nucléaire iranienne, pour annihiler le projet de bombe atomique iranienne. Et ça, c'est totalement oublié. Ça n'apparaît même pas dans l'accord. C'est quelque chose qui va sans doute, peut-être, c'est ce que nous promet Trump, et ce que nous promettent d'autres leaders, apparaître dans la prochaine partie de l'accord, mais dans l'accord qui est signé ces jours, eh bien, ça n'apparaît nulle part. C'est un accord, Yael, pour comprendre à quel point c'est un désastre, auquel nous n'avons pas été conviés. Cette guerre, c'est nous qui l'avons conduite. On peut le dire maintenant, puisque cet accord a été signé entre les Américains et les Iraniens. 80% du travail militaire lors de la seconde partie du conflit a été réalisé par nos pilotes et par Tsahal. 80%. On aurait pu et lors de la mener partie, ce genre de guerre sans le soutien des Américains ? j'ai pas du tout dit Non, c'est une question cela. que je vous pose. Oui, on avait besoin des Américains pour une chose, on ne possède pas ces bombes qui s'appellent les GBU, qui permettent de détruire, de traverser des montagnes en fait, pour détruire les centres d'enrichissement d'uranium qui sont situés à 50 mètres en dessous du sommet de la montagne. Et ça, on n'a pas ces bombes. Et les Américains refusent de nous en procurer. Donc pour cela, on en avait besoin. Et si vous vous rappelez également, lors de la première partie de l'opération, un peuple tel un lion, la seule opération américaine a eu lieu le dernier jour. Elle a consisté justement à bombarder avec ces fameuses bombes 3 sites d'enrichissement d'uranium, 3 sites nucléaires iraniens, c'est tout. C'est tout. Et personne ne sait si l'objectif a été atteint ou pas atteint. Donc, ce que je veux dire très simplement, c'est que le pays qui a gagné la guerre, c'est Israël. Avec l'aide, bien sûr, surtout l'aide logistique. On n'aurait pas pu le faire sans les munitions, je rappelle que les missiles Tamir du dôme de fer sont fabriqués aux États-Unis. Excusez-moi. C'est nous qui avons conçu ce système totalement révolutionnaire, mais ils sont fabriqués aux États-Unis. Pour beaucoup de choses et pour le financement, on est dépendant, mais comme tous les pays occidentaux, on n'est pas les seuls. Il faut des quantités astronomiques de munitions et on est dépendant pour cela des États-Unis. Mais on a gagné la guerre et qui a composé cet accord? C'est le Pakistan et le Qatar, Yael. Oui. Parmi les pays les C'était les plus médiateurs. anti-israéliens Oui. et antisémites qui soient.
On n'a pas été consulté. C'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne qui ont composé cet accord. C'est le Pakistan et le Qatar. Et on a laissé faire cela. Je n'ai jamais entendu ni un ministre, ni le Premier ministre s'élever, se poser, dire voilà, on a gagné la guerre sur le terrain, on doit être à côté des États-Unis et défendre les intérêts de notre pays. Je n'ai jamais entendu dire le Premier ministre et les autres ministres dire que c'est exclu, que nous refusons l'idée même d'avoir des pays comme le Pakistan et le Qatar comme intermédiaires principaux, comme rédacteurs de cet accord. La débâcle est telle qu'aujourd'hui, les pays que je viens de citer, le Pakistan, l'Iran bien entendu, mais encore d'autres pays hostiles, sont en train de discuter, de préparer, de signer cet accord. Alors que le gouvernement israélien et la population israélienne qui ont gagné la guerre n'en connaissent pas le contenu, Yael. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'on a gagné la guerre alors qu'aujourd'hui on se retrouve tous avec ce sentiment d'inachevé, que la menace n'est pas réellement éloignée et que rien n'a finalement été terminé? C'est ce que, alors c'est pas moi qui le dis, je vais peut-être reprendre mes propos. C'est ce que on voit sur la plupart des bouches aujourd'hui, que ce soit les personnes chez elles ou que ce soit les gens sur les plateaux de télévision qui disent: on n'a pas gagné cette guerre, on n'a pas réussi à obtenir les objectifs qu'on s'était fixés, et surtout aujourd'hui on n'a pas ce sentiment de sécurité qu'on a terminé le travail. On n'a pas non plus changé ou aidé le régime iranien à changer, le peuple iranien a changé de régime. J'ai pas été assez précis. On a gagné la guerre sur le terrain. On a détruit largement les infrastructures nucléaires. Et les Iraniens étaient à quelques mois de la bombe atomique. Oui, c'est ce que vient de dire. Ils ne le sont plus. C'est pas grâce. On a retardé alors. Oui, mais c'est très important. Parce que si on n'avait pas retardé, on serait aujourd'hui sous la menace nucléaire. Et on doit cela exclusivement au Khail Avir, à l'aviation israélienne, aux pilotes. On n'arrivera pas. Je suis pilote moi-même, je connais la densité et l'intensité des efforts qui ont été consentis de s'envoler d'ici, de faire 3 ravitaillements en vol, d'aller attaquer, de se retrouver en dessus de Téhéran, en dessus de ces sites et de revenir dans un espace minimum. Ces gens sont des héros, on n'en parle pas assez, mais c'est pas le sens de votre question. Le sens de votre question, c'est que ces héros ont bombardé, ont cassé le programme nucléaire iranien. Ils l'ont retardé de quelques années, mais c'est déjà quelque chose. Ça élimine la menace pour un temps. Immédiate, oui. Ils ont diminué largement le nombre des missiles balistiques qui sont tombés sur vos têtes à Tel Aviv, à Haïfa, même à Jérusalem. Dans ce sens, c'est une victoire éclatante. Jamais des raids aussi hardis, aussi ambitieux n'ont été conduits par aucune armée de l'air. C'est d'ailleurs les pilotes américains qui le reconnaissent. Ils se considèrent comme des élèves des pilotes israéliens. C'est extraordinaire ce qu'on a fait. Et il n'y a pas que, il y a le renseignement, le meilleur renseignement probablement de la planète, et on dit ça sans cocorico. Et il y a d'autres forces qui sont intervenues. Je suis entièrement d'accord que tout n'est pas beau, tout n'est pas moche, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que tout est blanc ou noir, mais lorsque vous dites qu'on a gagné la guerre sur le terrain et qu'on a obtenu beaucoup de victoires, je peux entendre ce que vous dites. Si vous m'aviez laissé terminer, allez-y. J'aurais dit qu'on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire que l'usufruit de cette victoire sur le terrain, on a été ridiculisé et surtout, enfin pas surtout, que ce soit Donald Trump, c'est un accord de la honte. C'est un accord. Il suffit de comparer les exigences présentées par Trump le dernier jour du conflit, les 15 points de Trump et les 14 points de l'accord tel qu'on l'envisage, tel qu'il a fuité. Mais il n'y a aucune exigence des 15 points de Trump qui n'est respectée.
On n'exige rien du tout des Iraniens. C'est un accord unilatéral. Ils vont recevoir 24 milliards de dollars, on va leur permettre de continuer d'exister. C'est une leçon de négociation qu'on a reçue. Et le pire, c'est ce que je disais avant, le pire pour nous, c'est qu'on est totalement absent de la scène politique. On n'a pas participé aux négociations, on est exclu de la rencontre autour du G20, on ne participera pas à l'établissement du nouvel ordre. On est bloqué. C'est quand même assez dur d'entendre notre allié nous dire maintenant c'est fini, vous ne tirez pas au Liban. C'est pas seulement vous ne tirez pas à Beyrouth, vous ne tirez pas dans tout le Liban. Et c'est très important ce que vous avez dit juste avant notre intervention, c'est-à-dire que les États-Unis n'exigent pas et l'accord ne provisionne pas le retrait, et c'est ce qui nous faisait très peur, le retrait sans condition de nos forces du Liban. Ça a été suggéré par l'Iran, mais ça n'existe pas. Et heureusement que cette clause n'existe pas. C'est peut-être la seule bonne nouvelle depuis le début de la semaine. Mais sinon, on est absent de tout. On fait aucune proposition. On a un Premier ministre qui va de guerre en guerre, de conflit en conflit. C'est de la violence, plus de violence, encore plus de violence. Mais les ordres qu'il donne à Tsahal sont des ordres qui sont dénués de sens. Maintenant, on peut le dire au niveau stratégique. Vous m'avez introduit comme un expert stratégique. C'est ce que je fais de ma vie depuis des décennies. Mais on n'allait nulle part. On n'allait nulle part. Et, dans le sens où on a exigé pendant 2 ans du gouvernement libanais qu'il désarme le Hezbollah, tout en sachant qu'il n'a pas la capacité militaire de le faire. C'est comme de demander à une vache de rugir, Yael. On peut le demander tous les jours, l'exiger, menacer, elle ne va pas rugir. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est proposer au gouvernement libanais quelque chose qui ait un sens, un vrai objectif stratégique. C'est-à-dire que le gouvernement libanais s'engage à désarmer le Hezbollah, définisse cette action, s'engage dans cette action et nous de le soutenir. C'est nous le lion. Avec notre aide, c'était possible de le faire. Ces derniers jours, juste avant l'annonce de cet accord, Tsahal est occupé à prendre le contrôle de la ville de Nabatie, une ville chiite, la plus grande ville du sud du Liban. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'on aurait fait avec Nabatie? Je suis en face de la citadelle de Beaufort, à 5 kilomètres. Mais je me souviens qu'on a mis 2 ans à trouver la méthode pour se désengager du Liban. On ne résout rien en occupant le Liban. On y était déjà. On était à Beyrouth. On n'a pas la mémoire courte, on était à Beyrouth. Il faut des plans, il faut des plans B. On s'est laissé avoir comme des papouses, comme des gamins avec cette histoire de détroit d'Ormuz. Comment est-ce possible que les planificateurs israéliens, les planificateurs américains n'ont pas envisagé que l'Iran pouvait à la fois fermer le détroit d'Ormuz et le garder fermé, et que nous ne possédions pas les moyens de contrer cette manœuvre. C'est incroyable, c'est-à-dire que nous qui sommes au cœur de l'action, nous étions certains que en tout cas, les États-Unis l'avaient prévu, et ils l'ont pas du tout prévu. Ils se sont retrouvés face à des guerriers primitifs avec un déséquilibre incroyable au niveau des capacités militaires. Et ces guerriers primitifs ont réussi à bloquer le détroit d'Ormuz. Et cette campagne qui était centrée, je le rappelle, parce que c'est essentiel, sur le fait d'empêcher l'Iran d'acquérir la bombe atomique et de détruire sa puissance de missiles balistiques, de défaire le lien ombilical avec ses proxys. Qui sont ces proxys? Le Yémen, le Hezbollah, le Hamas. À la fin du compte, et c'est ça la vraie défaite, on a gagné sur le terrain, on a perdu en politique. Et quand on a perdu en politique, on a
perdu la guerre. On a perdu. Aujourd'hui, on est défait. Et c'est très dur. On est dans une situation de débâcle. L'accord parle d'une cessation des hostilités entre Israël et le Liban. Et ça suit la phase durant laquelle le président Trump a exigé de la part de l'Iran qu'il mette fin à sa tutelle par rapport au Hezbollah en Iran, notamment Hamas et Yémen. Alors non seulement cette exigence n'a pas été rencontrée, mais de plus, dans l'accord qu'il a signé, dans l'accord qu'il a accepté, c'est en fait l'Iran qui serait en train d'amener au Hezbollah sa survie. C'est une officialisation de la tutelle de l'Iran sur le Liban. On peut pas, au niveau stratégique, on ne peut pas envisager, Yael, de plus grande défaite. C'est une catastrophe. Vous pensez, et ce sera ma dernière question, vous pensez que cette défaite est définitive? Vous pensez qu'il n'y a pas un agenda dont on ne nous parle pas? Quelque chose que peut-être le président Trump ou en concertant aussi peut-être le Premier ministre israélien nous prépare? Il y a un accord, une stratégie qui est dans le four, dont on ne comprendrait pas les rouages? Soyons clairs, soyons cohérents. Il n'y a pas de stratégie. Le président Trump ne sait pas comment il va emmancher la suite des négociations après ces 60 jours. Il a gagné 60 jours. Le mondial va se faire correctement. Le pétrole est en chute libre. C'est très important pour les Américains. Bien sûr. Mais c'est tout. C'est tout. Au niveau de la négociation, on ne fait pas le poids, ni Israël, ni les États-Unis. Les Iraniens sont de redoutables négociateurs. Ils nous rappellent à chaque instant que c'est en Iran qu'on a inventé le jeu d'échecs. Et eux l'ont pas oublié. On ne sait pas où on va. Le président ne sait pas où il va. Tout ce qui l'intéressait, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a oublié nos engagements communs. Il a oublié qu'on était des alliés et pas des vassaux. On n'est pas le 51e État des États-Unis. Bien sûr. Il nous dit ce qu'on doit faire. Il nous dit quand on peut tirer, il nous dit quand on ne peut pas tirer, on dit quand on peut décoller, quand on ne peut pas décoller. C'est pas comme ça qu'on traite un allié. Stéphane Juffin, je vous remercie beaucoup pour cette analyse, ce témoignage aussi et les sentiments aussi qui transpirent de ce que vous nous avez dit ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de Cannes en français. Je vous en prie, j'espère que ce n'est pas les sentiments parce que j'aurais manqué mon intervention. L'analyse. C'est vraiment l'analyse. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir.